Alors bonjour tout le monde, peu importe la date où vous nous écoutez en podcast présentement, c'est la Florida, le podcast ou Snowbird 2.0 en sous-titre. Carl Sanson avec nous, Martin Clavet-Bédard avec vous, Caméléon Productions, François Forget qui est avec nous depuis le studio HQ Podcast situé ici au Young Circle à Hollywood. Le Young Circle à Hollywood, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas tellement loin de la plage des Québécois, le petit Québec à Hollywood ici en Floride. Alors mon ami Carl, on a eu l'occasion de partager ensemble plusieurs informations dans le podcast numéro 1, numéro 2. On a notamment beaucoup parlé de la météo avec le phénomène qui est arrivé, El Niño et tout ça pour l'automne puis le début de l'hiver. Et puis là, on est au début du mois de mars, techniquement. Et puis, on va parler de différents événements qui ont lieu pour les Québécois et des événements qui ont lieu depuis des années, très populaires. Ben, salut Martin, pour commencer. Excité d'être podcast numéro 3, c'est quand même le fun. Puis, mais tabarnouche, écoute, on enregistre à Hollywood en ce moment. Ouais. Puis je reviens tout simplement pas. Je partais de pas loin de chez mes parents qui habitent à North Miami Beach. Ouais. Puis j'ai pris mon auto. Puis le trafic qu'il y a avant le Aventura Mall, aïe aïe. C'est épouvantable. Savais-tu que l'Aventura Mall est le centre d'achat par pied carré qui fait le plus gros profit aux États-Unis? Je savais pas ça du tout. Tu as vu encore la dernière extension qu'il y a eu à Aventura Mall? Oui, encore la portion... Le Apple Store qui est rendu en arrière. C'est le Nike Store, le Apple Store, Épouvantable. les restaurants qui sont rendus là. C'est... moi, j'ai connu, avant, la ville d'Aventura n'existait pas. Tabarouette. Et éventuellement, à un moment donné, la ville s'est mise à grandir puis ils ont décidé de bâtir la ville d'Aventura. Oui. Et là, le centre d'achat Aventura Mall, pouf, est venu au monde. OK. Et, mais là, ça doit faire tabarnouche. Je pense que ça doit faire leur 6 ou 7e expansion qu'ils ont. Puis à un moment donné, à toutes les fois que tu regardes dans le stationnement, mais c'est où qu'ils vont faire de l'expansion? Tu vois de la construction. Ouais. Puis tu vois 2-3 grues. Mais ils font ça comment? Comment qu'ils vont faire? Comment ils vont faire pour avoir du stationnement pour rentrer au Ventura Mall? Ouais. Ouais. Puis tu sais, tu as le Thornbury Isle en arrière, OK. puis le parc qui est Oui. extraordinaire. Que tu peux marcher, Tu peux marcher, courir, le terrain de golf. Moi, j'ai été au terrain de golf là. L'hôtel est extraordinaire. Wow. Il y a beaucoup de Québécois qui ont des condos dans le coin. Il y a beaucoup Oui. de Québécois qui courent sur le parcours, qui le connaissent très bien, mais quel spot extraordinaire. Mais toi qui as grandi dans le milieu du cinéma avec IMAX et tout ça, il y Ouais. a combien de salles de cinéma dans le Aventura Mall? Ben, l'Aventura Mall, je crois que c'est un AMC Theaters qui est là. Je pense que c'est un 18 écrans. OK. Mais c'est pas le type d'écran avec qui moi je faisais affaire. Non, je comprends, mais juste pour te dire... Oui, mais c'est ça. C'est un cinéma qui est en haut. Là. Ouais. On rentre par l'entrée sud, puis on monte au Tu rentres 3e étage. Au Cheesecake Factory. Ouais, ou le Cheesecake Factory, puis on monte les escaliers, on monte jusqu'en haut, puis anciennement, l'Apple Store était juste là en bas. Oui. Et non, c'est moi, tout simplement, puis les Québécois le savent, je veux dire, c'est un incontournable, tous les Québécois, d'aller magasiner au Aventura Mall. Mais c'est cher. C'est très cher, mais ils ont tous les magasins. Ouais. Tous les magasins high-end Mm. qui existent dans le monde, la plupart sont tous représentés au Aventura Mall. Et c'est rendu un show. Allez voir la clientèle qui va à Aventura Mall. Moi, je sais, par habitude, parce que je suis un gars qui est impliqué un petit peu dans l'aviation puis qui adore l'aviation. Ouais. Il ne faut pas oublier que le sud de la Floride, Martin, alimente toutes les Caraïbes et les Sud-Américains. OK. Les gens qui ont de l'argent. Mhm. Donc, ils viennent magasiner dans le sud de la Floride et rapportent OK. du linge, tout ça, puis ils viennent vraiment, là, les jets privés arrêtent à FXE, qui est sur Commercial à Fort Lauderdale pour OK. les jets privés, ou ils vont à l'aéroport de Fort Lauderdale, mais il n'y a presque pas de place des jets privés à l'aéroport de Fort Lauderdale. La plupart vont sur Commercial, qui est FXE. Sur Commercial, c'est l'autre bord de la 95. L'autre bord de la 95 à l'ouest, Ouais. c'est juste des jets privés. Ah ouais. Et moi, j'ai un ami qui a un jet privé. Mhm. Souvent, quand il vient, il n'y a pas de place. Il faut qu'ils avertissent d'avance pour être capable que de la place pour parquer son jet. OK. Ils viennent de l'Amérique centrale, ils viennent de l'Amérique du Sud, ils viennent des Caraïbes. C'est des gens qui ont de l'argent. Ouais. Puis tes vois, quand tu es au le Jet Center, tes vois repartir avec le nombre de sacs. Ben, voyons. Les sacs qui ont été magasinés, je veux dire, des sacs Louis Vuitton, puis je veux dire, toute leur haine que tu peux penser possible et inimaginable. Là.
puis ils remplissent l'avion avec tout le magasinage qu'ils ont fait parce que les gens habitent dans les îles. Ouais. Moi, je connais des gens qui habitent aux Bahamas, exemple. Il n'y a pas juste Corey Hart avec Julie Mars qui habite avec ses belles filles aux Bahamas. Mais tous les gens des Bahamas viennent tout le temps se ressourcer dans le sud de la Floride. Un, pour aller magasiner, puis deux, de sortir de l'île un peu. Parce que c'est beau habiter dans une île, dans les Caraïbes, tout ça, mais souvent, aux 2 mois, ils viennent passer un 4-5 jours ici. Ils vont au cinéma. Ils vont manger d'autres sortes de restaurants, même s'ils mangent bien dans les îles. Ils viennent voir beaucoup de monde, ils viennent voir des événements, tout ça. Et ça brasse, la Floride. Ça prend quoi? Ça prend 1 heure à partir de Commercial sur la 95 pour t'en aller à Aventura? À peu près 1 heure? Oui, c'est dépendant du trafic. Si la 95 n'est pas trop achalandée à cette heure avec le SunPass, tout ça, ça peut prendre 20 minutes à peu près. Okay. Fait que ça se fait bien. C'est parce que tu sors sur Ives Dairy Road ou Hollywood Boulevard. Puis c'est cette portion-là. C'est pas le 95 qui est le problème. C'est la 95, ils l'ont quasiment réglé avec le SunPass. Ouais. Et le problème, c'est quand tu sors de l'autoroute avec les lumières, l'achalandage que là, tout le monde sait, les résidents locaux, que Ives Dairy Road est une des sorties les plus occupées. Ouais. Même moi, en arrivant au studio, tantôt, je me suis fait prendre un peu dans le coin d'Aventura. C'est drôle, parce que la raison pourquoi que je vous parle de ça, les snowbirds, tout le monde le sait, tu veux tourner à droite pour aller à Aventura Mall quand tu arrives du sud, bien, des fois, il y a du trafic 1 kilomètre avant, à droite, la sortie, tout le monde est un en arrière de l'autre pour prendre les 2 entrées pour entrer au Aventura Mall. La conduite automobile ici en Floride, en période d'hiver, l'été, c'est pas si pire, mais en période d'hiver, c'est épouvantable. S'il y a une personne sur 8 peut-être qui met son signal light. Ah, mais ça, écoutez, ça va avec l'âge des gens qui sont en arrière du volant aussi, puis tout ça. Puis je veux dire, puis c'est pas juste ça, je veux dire, faut que tu sois réveillé quand tu conduis en Floride. Là. Oui, tu le mets ton signal light, tout ça, mais je veux dire, faut que tu sois absolument réveillé quand tu es au volant en Floride parce qu'il y a du trafic, il y a des belles voitures, il y a des gens qui vont vite, mais tout simplement, il y a du trafic. Puis comme je dis, il y a un paquet de nationalités. Tout à fait. Fait que ça brasse. Mais je veux dire, à Montréal, c'est pas mieux. À Montréal, dans le centre-ville, c'est pas mieux. Puis je suis rendu à Québec, il y a du trafic épouvantable. Le monde sont pris ses pompes, tout ça. Wow. Le trafic, le trafic, c'est général. Ouais. Le trafic, c'est général. Mais en tout cas, fait un peu en m'en venant ici au studio, venir te rencontrer pour le podcast numéro 3. Ouais. À toutes les fois j'arrive d'Aventura, j'ai toujours un sourire parce que j'ai vu ça grandir. Je trouve ça le fun, puis je trouve qu'ils ont bien rénové. Puis on arrive en face du Gulfstream. Oui. Je veux dire, le Gulfstream Casino. Gulfstream Casino, puis il y a un beach club en arrière. Il y a un bar Beach Club en arrière qui ont ouvert, ça brasse. Tu es dans le stationnement du Gulfstream Casino et t'entends la musique. Ah, ça brasse. À partir de 9 h le soir, ça brasse. Puis le stationnement à Côte-Nord, il est plein. C'est plein jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Là. Hey, c'est-tu vrai qu'on dit que le propriétaire ou l'ancien ou l'actuel propriétaire du Gulfstream Casino, c'est le père de Belinda Stronach, l'ancienne chef du Parti conservateur fédéral. Je pense que c'est son père qui avait acheté ça avant 2007, avant la crise. Possible, je ne suis pas au courant de ça. C'est ce qu'on avait dit, mais ça s'est développé. À un moment donné, ça a stagné un peu parce que c'est quand même pas le Hard Rock Casino là, en termes de volume d'affluence. Là. Mais c'est une belle place à aller. Tu sais combien de personnes sont là le 31 décembre au soir dans la partie centrale du Gulfstream Casino? Ouais. 100 000 personnes. Wow. Le 31 décembre au soir. Super feu d'artifice. Écœurant. Puis la musique. Je pense que ceux qui sont plus âgés se souviennent des Gypsy Kings. Je pense que c'est eux autres ou un des membres du groupe original qui est là le 31 décembre au soir. Et ça fait... Oh, et puis la parade les chevals de course que là, je veux dire, la qualité que là du Gulfstream, je veux dire, c'est extraordinaire. Admettons que c'est un... les Québécois qui viennent ici en Floride vont le comprendre. Admettons que c'est un upgrade sur les courses de chiens qu'il y avait à Hollywood. Eh mon Dieu, on a connu ça, hein? Qui n'a pas été aux courses de chiens à Hollywood et qui n'a pas été gagé? Ça n'existe plus. Non, mais je comprends. Au Mardi Gras Casino, qui est devenu le Big Easy Casino, qui est pas loin de Pembroke. Là. Oui. Alors, ça existe. Il y a des développements immobiliers dans ce coin. Ah non, ils ont kické tout le monde out puis sont après à vendre les terrains, tout ça. Parce que c'est le problème un peu du sud-est de la Floride, c'est qu'ils ont développé jusqu'aux Everglades. Oui. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de terrain. Donc, surtout à l'est de la 95, mais tout ce qu'ils ont développé maintenant, je veux dire, ils démolissent les maisons, puis ils achètent le terrain, puis ils rebâtissent une nouvelle maison dessus. Ouais. Puis c'est ça qui se passe partout. Pour les anciens parcs de maisons mobiles qui étaient très, très, très vieillots,
ils ont acheté les parcs de maisons mobiles, ils ont mis ça à terre, puis ils font le terrain. C'est des puis... 75-80 millions pour acheter le terrain. Oh, Mais oui. juste pour le Big Easy Casino, donc l'ancien Mardi Gras Casino situé dans ce qu'on appelle, nous les Québécois, le petit Québec à Hollywood, là, juste le bowling qui était juste sur le coin droite du casino a été acheté. Il y a 1500 unités sur 14 étages qui se construisent. Ah non, c'est des gros... Le sud de la Floride, là, en ce moment, là, puis la Floride en général, là, tout le monde veut s'en venir dans l'État de la Floride. Encore une fois, on ne veut pas faire de la politique, mais il y a beaucoup d'États démocrates que des gens débarquent de la mentalité des États démocrates, puis ils s'en viennent à des États républicains. Mm-hmm. Et, des États chauds. Oui. Puis ils s'en viennent ici en Floride, puis plusieurs déménagent. Donc, désertent l'État de New York, désertent l'État de la Californie, et les gens déménagent 2 endroits. Le Texas et la Floride. L'Arizona? Pas beaucoup, l'Arizona. Pas beaucoup. Non. L'Arizona, parce que l'Arizona, c'est quasiment 50-50 républicains-démocrates. OK. Fait que les gens s'en viennent plus. L'État numéro 1, c'est la Floride. L'État numéro 2, c'est le Texas. Mais le nord-est des États-Unis déménage dans la Floride aussi beaucoup. Ah, mais je veux dire, c'est notre génération, nous autres. C'est le Snowbird 2.0. Exactement. C'est que notre génération, c'est drôle que je dise ça, mais notre génération ne veut pas travailler autant que son père ou son grand-père a fait. Exact. Il ne travaillera pas jusqu'à 18-80 ans. Donc, il y a des héritages qui s'est donné, il y a des trust funds qu'il y a eu, puis il y en a plusieurs qui arrivent début de la cinquantaine, puis ils disent, ben là, je ne travaillerai pas à côté comme j'ai travaillé toute ma vie, je vais slacker un peu, je m'achète quelque chose en Floride, puis il vient passer beaucoup plus de temps que leurs parents. Les parents avaient déjà une résidence, un condo, tout ça ici. Mais le nouveau Snowbird 2.0 est encore plus présent. Puis il y en a même qui ont même déménagé les sièges sociaux de leur entreprise, tout ça. Ouais. Meilleur exemple, une des entreprises qui vient de Montréal, québécoise, canadienne, qui a un siège social maintenant à Miami, c'est la famille Saputo. Ah oui? Ben oui, les fromages Saputo sont à Miami. OK. Toute la gang, tous les actionnaires, tout le monde. Lino, le fils. Toute la gang, oui, sur le conseil d'administration, sont tous rendus à Miami. Si vous saviez comment, on l'a dit dans le podcast précédent, puis on va le répéter souvent, là, les Snowbirds, là. Si vous pensez que l'immobilier coûte cher en ce moment, vous n'avez rien vu encore. Du fait que on sait très bien qu'une maison qui coûtait 500 000 il y a 15 ans coûte aujourd'hui 8,50 à 1 million. Bien, dites-vous que attendez pas que le marché baisse. Le marché ne baissera pas en Floride. La raison est que, donc, le nord-est s'en vient vers ici. Tout le monde s'en vient ici, Martin. Mais attends un peu. Au-delà de ça, avec la guerre, l'Ukraine, la Russie, on se retrouve, nous, ma famille est dans l'immobilier ici en Floride, on se retrouve finalement, puis on est juste dans le locatif, on ne vend pas de condos, nous, là. Puis on se retrouve avec des gens, tu as un édifice, là, où il y a seulement des locataires ukrainiens et russes ensemble. OK. Il n'y a pas un Américain. Et c'est dans un immeuble à revenus ici en Floride. Ouais. Fait que, oui, effectivement, il y a beaucoup de gens que le climat politique est moins certain, l'autre bord, qui décident de venir ici en Floride. Et j'entends dire, et tu me corrigeras si tu as une information qui te dit ça, j'entends dire que l'année passée, donc 2022 par rapport à 2021, le nombre de demandes de permis de conduire dans l'État de la Floride est à plus 498 000 par rapport à l'année d'avant. Je suis pas surpris de ça. Mais c'est pas tous des résidents de la Floride. Ben non. Quand tu gardes ton permis de conduire du Québec, en passant, là, je vais donner un conseil. C'est rare que je donne un conseil. Je ne suis pas un avocat, je connais rien. Sauf que c'est un fait vécu pour moi. Okay. Tout Québécois qui a une adresse ici en Floride a le droit d'aller demander un permis de conduire et demander un permis de conduire qui s'appelle un permis de conduire temporaire. Ça veut dire que quand vous allez au DMV en anglais, le bureau des véhicules, vous appliquez pour avoir un permis de conduire de la Floride temporaire, donc vous gardez votre permis de conduire du Québec. Ça, vous allez me dire, oui, mais pourquoi j'en ai besoin d'un? C'est plus facile de se faire arrêter par la police avec un permis de conduire de la Floride, premièrement. Vous savez, deuxièmement, quand vous allez dans un établissement et vous faites carter ou n'importe quoi, un permis de conduire du Québec, vous allez toujours faire regarder de travers. Un permis de conduire de la Floride, vous faites partie de la famille, c'est comme si vous étiez un résident de la Floride. Puis ça, le permis de conduire coûte 45-50 $. Oh, c'est okay. Si vous avez une moto, ça coûte genre 65. Okay. C'est un permis d'une durée seulement de 1 an, mais c'est tellement plus facile partout ce que vous allez pour vous inscrire sur des sites, vous voulez commander sur Amazon, vous voulez faire n'importe quoi, des apps, n'importe quoi. Vous avez une carte d'identité qui est marquée « Permis de la Floride ». Il fallait online, il fallait réserver,
La seule chose, vous devez comprendre l'anglais un peu, vous avez un test théorique à passer. Il y en a qui vont dire, ouais, j'ai le dernier test théorique que j'ai passé, j'avais 16 ans ou j'avais 18 ans, ça fait longtemps. Je suis rendu à 42, 44, c'est en anglais. Ouais. Savez-vous quoi? Je l'ai passé plusieurs fois. Il n'est pas compliqué. Puis, il y a 50, 60 questions. Vous avez le droit de, s'il y a une question que vous n'êtes pas sûr, vous avez le droit de skipper la question. Ah, OK. À la prochaine. OK. Tu sais, quand c'est des affaires techniques, hey, un trailer doit peser comment de poids, c'est fait passer. Il dit, aïe, aïe, j'ai pas de trailer. C'est quoi? Là, je suis en livre, nous autres, on est en kilos. Okay. On est un peu mêlés là-dedans. Next, la question passée. Skip. Les 2 dernières fois que j'ai fait le test, j'ai passé 48 sur 50, 49 sur 50 des questions. Wow. Je n'ai skippé 3 ou 4. C'est pas compliqué. Ma femme a déjà fait pareil. Mes enfants ont déjà fait pareil. Je veux dire, tout le monde que je connais, que je leur dis d'aller chercher un permis de conduire, nous autres, ça fait longtemps qu'on est ici, mais quand on a passé nos permis de conduire, c'était le cas. Je veux dire, c'est vraiment pas... C'est pas douloureux à faire. C'est pas compliqué à faire. Quelqu'un m'a dit... C'est quelqu'un qui vient plus souvent que la normale. Faut pas oublier ça. C'est Ouais, pas venir en vacances ici de 2 semaines dans l'année. Non, 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 non. C'est quelqu'un qui peut venir, qui est chanceux. Jusqu'à 6 mois. Qui loue une résidence 3-4 mois par année, 6 mois par année, qui vient régulièrement. Des fois, quelqu'un peut venir juste 2 fois 1 mois dans l'année. Mais si tu passes plus qu'un mois, puis tu viens plus souvent, puis tu as l'intention de venir, puis tu veux vraiment avoir la vie plus facile, allez vous chercher un permis de conduire au DMV de la Floride. Hey, c'est le meilleur investissement que vous ne pouvez pas faire là-dessus. Je veux faire 2 apartés. Point numéro 1, oubliez jamais les Québécois quand vous sortez d'amener vos ID. Parce que même quand tu t'en vas dans les liquor stores, mais tout le monde demande, peu importe, tu as des cheveux gris, pas de cheveux gris. Ça ne change rien, c'est une loi. Oui, mais exact. Alors, sortez jamais, même si vous marchez, prenez une marche, amenez vos ID avec vous. Parce que la loi, Martin, est... Si la police te demande, ça, mettons, tu consommes une bière ou n'importe quoi de l'alcool. C'est un bon point. Et si vous n'avez pas votre ID sur vous, même s'ils voient que vous avez plus que 21 ans, bien, à partir de là, l'établissement va payer une amende. Parce que tout le monde est obligé d'avoir un ID sur eux autres quand ils consomment. OK. C'est juste ça, la patente. Mais parlant d'alcool, je suis toujours sur mon aparté là, dans mes parenthèses. Oui. Parlant d'alcool, est-ce que c'est vrai que dans les lieux publics, on n'a pas le droit d'avoir de l'alcool, mais si tu as un Red Solo Cup ou quelque chose comme ça, ils n'ont pas à vérifier. Eux autres, ils ne veulent pas nécessairement que tu aies, mettons, une bouteille. Oui, dans un sac de papier et tout ça. Un sac de papier, c'est correct. Ouais. Ils ne veulent pas être obligés de dire ça, c'est officiellement de l'alcool. Si tu as une Budweiser ouverte, une Bud Light, en tout cas, si tu as ça d'ouvert, c'est évident que c'est une bière qu'il y a dedans. On prend moins de Bud Light depuis ce qui est arrivé. Oui, on le sait. C'est pour ça que je faisais une passe. mais quand tu verses ça dans un Red Solo Cup, le policier ne te demandera jamais si c'est de l'alcool ou pas. OK. Il ne se pose pas de questions. C'est ce qu'on m'a dit. Oui, puis ça dépend des événements, ça dépend du festival, ça dépend où ce que t'es, c'est-tu intérieur, c'est-tu extérieur, y a-tu un party des affaires, il y a un certain nombre de tolérances, c'est-tu un tailgate au Miami Dolphins, c'est-un tailgate aux Panthers, ça dépend de l'endroit où vous allez, puis les tolérances. Normalement, la sécurité est avertie en partant. Les gens ici, là, ça, c'est quelque chose à un moment donné, puis tu me fais ouvrir une très belle parenthèse. La police est ici pour servir et protéger. Les policiers sont jamais agressifs avec vous. Si vous vous comportez bien puis vous parlez bien, la police est ici pour vous éduquer. C'est une grosse différence avec le Québec. Souvent, au Québec, la police est là pour vous donner, pour vous punir, pour vous donner un billet d'infraction, pour vous taxer, parce qu'on paye déjà beaucoup de gens qui payent beaucoup de taxes, beaucoup d'impôts au Québec. C'est comme une imposition supplémentaire. Ici, là, même si le monsieur il est grand, il est gros, puis il est frémé, puis il a les gros muscles, les affaires, bonjour, comment ça va? Il va vous poser des questions. Si vous vous comportez bien, vous êtes relax. Vous n'allez même pas être nerveux. Non. Il est ici pour vous servir et protéger. Vous voyez une police en auto, la police vous salue. Vous restez dans un quartier, le policier veut vous connaître. OK, tu habites là, OK, oui, je check ton garage, j'avais un chien. Moi, dans le quartier où je suis, là, le policier se promène avec des biscuits de chien. Moi, j'ai eu pendant 26 ans des grands Danois. OK. Puis la police, mon chien reconnaissait le policier qui était en auto. OK. Qui était un monsieur hyper sympathique, qui nous connaissait par notre nom, tout ça. Puis il arrivait, puis il donnait la moitié d'un biscuit de chien à mon chien. Puis mon chien était assez haut que quand il baissait, ça vite toujours baissé. Il était à la même hauteur que lui. Il regardait dans le nez mon chien. Puis il n'avait pas le choix. C'est un grand Danois bleu de 190 livres. Puis il n'avait pas le choix de donner le biscuit parce que lui, il a décidé qu'il voulait avoir un biscuit. Oh, oui. Ça, c'est comme les gars de cantine quand ils arrivent dans un chantier de construction. Mon chien, ils savent c'est quoi de la cantine, les oreilles droites, puis il allait manger. Il fallait que le gars il donne une 6 à hot dog. Ça, je peux vous le garantir. Sinon, les Espagnols, les Latinos, tout le monde partait à courir. Il y avait toute peur du chien qui arrivait. Lui, il donnait un 6 là-dessus. Mais ça pour dire,
Les policiers ici sont respectueux, sont là pour servir et protéger, fait poser n'importe quelle question. Vous êtes perdu, vous voulez avoir une information, n'importe quoi. Eux autres sont entraînés de cette façon-là. Ouais. Pour vous servir et protéger, vous protégez vous comme citoyen, vous, qu'est-ce qui peut se passer, ils ne sont pas là pour vous agresser. La différence au Québec, toute fois qu'on a une police, on vient raide. Bon, envoie-moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ouais. La façon, je vous le dis, là, puis je ne suis pas gêné de le dire, les policiers ici ont été entraînés pour savoir bien vous aborder. Écoute, moi, j'ai des gens qui se sont déjà fait arrêter par la police puis ça roule ici, à 95, à 5,95 partout. On le sait, Martin, ça roule. Tu passes à gauche, à droite. Puis tu peux rouler 90 000 à l'heure, tu ne te feras pas arrêter, qui est 140 km/h. C'est le trafic régulier. La police va t'arrêter des fois dans un quartier résidentiel, n'importe quoi. Puis la première question, on va demander tes papiers, tout ça, voir si c'est un véhicule volé, si t'es bien assuré, tout ça. Si t'es bien assuré, une fois sur deux, le policier va te laisser aller. OK. Même Il va te donner un avertissement. OK. Sais-tu que tu es dans un quartier, au lieu de te punir, vouloir te donner un billet, Ouais. qu'est-ce qui se passe au Québec? Ici, ils sont là pour t'éduquer. Ouais. Donc, quand tu rencontres un policier, déjà, puis il y a les sirènes, puis il t'arrête, en partant, c'est un peu traumatisant pour n'importe qui. Vous avez n'importe quel âge. Ouais. C'est quoi que j'ai fait? Puis là, tu viens raide un peu, puis là, tu réagis un peu de façon. Ici, ils sont ici pour t'éduquer. Sais-tu que tu as un quartier résidentiel? Sais-tu que tu as ça? Pourquoi tu roulais 15 ou 20 000 à l'heure de plus que la vitesse de base? Ça? Je suivais le trafic, j'étais dans l'une, tout le monde est ses cellulaires encore ici, les affaires, tout ça. OK, tu ne m'as pas menti. T'as-tu des billets d'infraction dernièrement? Non. Il va regarder si ton permis était suspendu, tout ça. C'est un DUI, donc tu as eu un alcool, des affaires. Souvent, il va revenir et il va te donner un avertissement. Il va dire, OK, tes papiers sont en règle, c'est correct. Tu sembles être une bonne personne. Fais attention le prochain coup. Des fois, on fait attention, les sorties des écoles, avant ou un peu après. Fais attention quand tu viens dans le secteur ici. Okay. Une fois sur deux. Moi, j'ai des gars. J'ai des gars de 25 et 27. Ouais. Fait qu'ils ont commencé à conduire à 16 ans. Puis mon plus jeune, j'avais acheté un petit Golf GTI. Fait qu'un petit Golf GTI à 16 ans, petit gars va vite. Fait qu'à un moment donné, nœud dépasse. Je peux pas vous dire combien de fois que c'est fait arrêter, éduqué par la police, puis mes gars l'ont compris. Ils l'ont pas compris à se faire donner des billets d'infraction pour perdre des points d'inaptitude. Okay. Parce que si des points d'inaptitude en passant, là, si tu veux, t'en perds pas. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est qu'il y a un service qui s'appelle Ticket Clinic. N'importe quel Québécois peut prendre ça. Vous allez voir à un moment donné des affiches qui s'appellent Ticket Clinic. Beaucoup de Québécois se demandent c'est quoi. C'est-à-dire, si vous avez un billet d'infraction, c'est la même chose pour les casques sur les motos. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une jurisprudence, qu'un billet d'infraction, c'est un impôt caché. Donc, vous allez voir l'avocat, ça vous coûte 75 $ en moyenne. Vous lui donnez votre billet d'infraction, vous n'entendrez plus jamais parler. Un, vous n'avez pas de poids de démérite. Puis deux, le billet d'infraction va être tout simplement éliminé par le juge qui va le voir. Si vous êtes plus jeune, puis vous avez beaucoup de récidives, comme mon gars, ça y est déjà arrivé avec son Golf GTI. À un moment donné, à son 4e, 5e ticket, en 3 ans, à un moment donné, ils vont dire, là, il faut qu'il retourne à l'école, leçon de conduite. Ouais. C'est un cours en ligne. Okay. Vous avez 6 mois pour le passer. C'est un cours de 3 heures. Puis c'est enregistré quand vous loguez avec votre ordinateur. Puis là, ils vont t'obliger d'écouter une vidéo puis d'écouter. Donc, c'est de l'éducation encore. Okay. Hey, mon jeune, veux-tu reprendre ton cours écouter le cours de conduite puis te faire réaliser à un moment donné que slacker la pédale à gaz, ça. Mais. Tu skippes pas, là. Tu skippes pas les questions. Là, il faut que tu répondes. Non, tu fais juste écouter. Juste écouter, oui. Oui. C'est une vidéo pour t'éduquer. OK. Mais ton billet d'infraction que tu as eu à 150, 200 $, il est éliminé pareil. Ça t'a coûté quand même 75 $ de traffic clinique de l'avocat. Ça ne coûte jamais plus que 75. Aïe, aïe. C'est des bons trucs. Tu ne perds pas de points de démérite. Ouais. Faut pas oublier que les points de démérite, le Québec, sont mixés avec ceux-là de la Floride. Okay. Si vous perdez des points en Floride, sont annexés avec ceux-là du Québec. Notre beau gouvernement du Québec, de la SAC, ont mergé ça avec l'État de la Floride parce qu'ils savent que, comme tu sais dans tes statistiques, plus de 800 000 Québécois qui viennent en Floride. Ouais. Fait qu'ils ont décidé de merger ça ensemble pour faire de l'argent au bout de la ligne, vous taxez encore. Donc, les Québécois, je vous le dis, là, Snowbird 2.0, si vous ne le saviez pas, si vous avez un bien d'infraction, payez-le pas. Allez à Ticket Clinic, vous donnez 75 $ à l'avocat, puis vous allez donner votre email, vous allez recevoir votre clairance quand ça va passer en cours. OK.
Puis en passant, les policiers, encore là, arrête-moi si je me trompe, le policier a toujours sa caméra sur le corps. Toujours. Et elle compte. Ça commence à tourner au moment où il laisse les deux mains sur son volant jusqu'à ce qu'il revienne avec les deux mains sur le volant. Oui. Chose qu'il devrait avoir au Québec et au Canada aussi, là, d'avoir les caméras surtout, parce qu'à partir de là, on voit si... C'est pas compliqué, tu n'as pas besoin de parler, tu as la preuve en avant de toi. Que ce soit d'un bord ou de l'autre, que ce soit le policier qui n'a pas été fin que toi, ou que ce soit le client qui s'est mal comporté. Ouais. Ben à partir de là, il a juste présenté le film, puis tu entends la conversation, puis tu vois comment ça s'est passé. Ouais. C'est la raison pourquoi c'est de l'éducation ici. Tu as un très bon point, Martin. Parce qu'ici, ils ne peuvent pas faire d'écart de conduite, ils sont filmés. Ouais. Ils sont obligés de suivre les procédures et d'être gentils. Pas oublier qu'une police travaille pour la population. C'est toi qui payes son salaire. À même la ville, tout ça. Donc, ils ont une procédure à suivre et ils sont extrêmement polis avec toi. Ouais. Ils savent qu'ils sont enregistrés. Ils sont vérifiés après ça. Nous, on est propriétaires de différents motels sur la US 1 et parfois, la police de Hollywood vient faire ses réunions le jeudi soir chez nous. Alors, ils sont en mesure d'expliquer, avec les différents propriétaires de motels, d'expliquer qu'est-ce qu'ils ont à faire. Puis c'est là qu'on sait qu'effectivement, les deux mains qui quittent le volant, automatiquement, il est enregistré. Sauf dans la période pipi. Mettons qu'ils ont... Ben oui. Mais c'est logique. C'est ça, ils déconnectent aux eux-mêmes. Mais c'est important, les Québécois, de comprendre là, que la police ici n'est pas ici pour vous agresser. Ouais. Elle est là pour vous parler. Vous n'avez pas d'affaire à être nerveux, même si ce n'est pas votre langue première, l'anglais ou quoi que ce soit. Ils vont comprendre, ils sont habitués. Il y a du monde de toutes les nationalités ici. Ils savent, si vous bargouinez un peu votre anglais, puis si vous ne paniquez pas, vous n'êtes pas agressif, puis vous l'écoutez, les directives qu'ils donnent, ça va être la personne... je ne dirais pas la plus fine, là, mais je veux dire, c'est une personne qui est pas agressive avec vous. Parce qu'on s'appelle tous, sur nos permis de conduire canadiens, on s'appelle tous Don d'Organes, don d'organes. Oui. Fait que c'est pour ça, d'où l'idée d'avoir son permis de conduire américain pour ceux qui peuvent l'avoir, puis suivre le cours, comme tu disais. Parlant de permis de conduire, il y a quelqu'un qui m'avait dit que si tu obtiens, c'est probablement faux, ou c'était probablement il y a 10 ans, si tu obtiens ton permis de conduire américain ici, il faut qu'il déchire devant toi ton permis de conduire canadien. C'est faux. C'est la raison pourquoi tantôt j'ai mentionné de demander un permis temporaire. Ah, OK. En demandant un permis temporaire, c'est que ça vous permet de garder votre permis du Québec. Donc, tu demandes Temporary Driver's License. Okay. Vous démontrez que vous avez quand même une adresse ici en Floride et vous demandez 3 preuves de résidence. Ça veut dire quoi? Des billes. Des billes que vous avez, votre bill de téléphone cellulaire, votre bill d'électricité qui est FPL, ces choses-là. Puis le troisième peut être votre passeport canadien. Ah, OK. Donc, passeport canadien, 2 billes que vous payez ici, cellulaire, ben, mettons, bill d'électricité, un bill de taxe de maison ou quoi que ce soit, mais que votre nom est identifié dessus. Exact. Et si, advenant le cas, c'est au nom de votre femme, c'est au nom de votre mari, c'est au nom de votre père, votre grand-père ou n'importe quoi, bien, à partir de là, vous pouvez signer un formulaire. Cette personne-là va vous parrainer, va signer un formulaire pour vous parrainer tout simplement. Donc, elle va remplir ça, puis elle va dire, oui, les bills ne sont pas à son nom, mais oui, cette personne-là habite chez nous. Puis c'est un formulaire standard là, que vous allez chercher sur l'Internet. Vous remplissez ça, puis la personne signe. Par contre, la personne qui vous endosse doit être avec vous quand vous allez au DMV. OK. Parce que la madame ou le monsieur qui vous identifie au DMV veut voir la personne qui est là. Donc, si c'est Carl qui intérine Martin ou Martin qui intérine Carl, les deux, on va ensemble au DMV. Oui. By the way, ça prend 15 minutes, une demi-heure, pas plus que ça. Identifier papier, elle rentre ça, rentre les affaires, ça va super bien. C'est assez facile. Hey, début du mois de mars, peut-être mentionner l'ensemble des événements, parce que pourquoi c'est plus au début mars qu'on a beaucoup d'événements ici en Floride? La température, l'arrivée des snowbirds, l'arrivée d'un peu tout le monde. Explique-nous ça, début mars, activité. Oh boy! Ben là, on a passé la période des fêtes. Ouais. Tu sais, il y a un gros rush de temps des fêtes, puis il y a un creux, à un moment donné, au mois de janvier, puis tout ça. On voit l'action vraiment débuter, là, un kick-in, là, dans le sud de la Floride, parce que toutes les séries de sport, les grosses, commencent, les festivals commencent. Ils savent que là, le gros boom touristique commence à quelque part vers la fin février, début mars. Puis là, on carry on, là, tabarnouche, jusqu'au mois de mai, un gros coup jusqu'au mois de mai, avant qu'il recommence à faire beau aux États-Unis, puis même au Canada, que le printemps embarque, puis le début de l'été. Fait que tout se passe souvent. Exemple, le golf a commencé la semaine passée
Au mois de février, ça commence fin janvier en Californie. Après ça, ça se transporte dans le temps du Super Bowl en Arizona. Puis tranquillement, après ça, ça s'en vient sa côte est vers la fin mars, fin février, début mars. Mais là, on arrive à un événement que plusieurs Québécois connaissent. Puis moi, c'est quelque chose que j'aime. Moi, je suis un gars de moto. Oui. Moi, je suis un gars qui a des Harley-Davidson depuis longtemps. Je suis un ancien gars qui a fait de la compétition de motocross professionnelle longtemps. Je suis rendu vieux à cette heure, beaucoup de cheveux gris. Mais je suis un gars qui pratique encore ce sport-là. Et il y a un événement que c'est un incontournable que beaucoup de Québécois descendent avec leur RV, des roulottes, tout ça, des affaires, des sprinters et tout. C'est quoi? Ça veut dire c'est le Bike Week de Daytona. Puis le Bike Week de Daytona, si je recule dans les années 80, fin des années 80, quand j'ai commencé à y aller, et Daytona Martin aujourd'hui, Daytona n'est pratiquement plus reconnaissable. Ah ouais. Si on regarde juste le Daytona Motor Speedway, il a été rénové il y a 3-4 ans à la grandeur. Ils ont investi des centaines de millions de dollars. Centaines de millions? Des centaines de millions de dollars à tout revamper, tout le Speedway au complet, okay. Des salons VIP. Il ne faut pas oublier, là, le Daytona Motor Speedway a des événements, il s'est booké à tous les fins de semaine de l'année. Okay. Quand vous allez sur le calendrier, il y a des courses de toutes sortes ou des tests avec les voitures. Il y a des événements à tous les fins de semaine au Daytona Motor Speedway. Fait que là, c'est sûr que quand on fait le podcast, le Daytona 500 va être passé parce que c'est toujours à la 2e, 3e semaine de février, tout de suite après le Super Bowl. Ils ont comme décalé d'une semaine à cause du Super Bowl. Le Super Bowl a été décalé d'une semaine, puis le Daytona 500 l'ont décalé d'une semaine parce que c'est 2 gros shows de télé. Ben oui. Parce que le Daytona 500 NASCAR est la première course de la saison. C'est pour ça que tout le monde est excité. Les fans de NASCAR, ils n'ont pas eu de course depuis mi-novembre, sont excités, on a hâte de voir, il y a des changements de courant, tout ça, blablabla. Mais le Daytona Bike Week, c'est un peu la même chose. Okay. C'est vraiment, normalement, tu sais, c'est début mars, c'est du 1er au 10 mars. L'année passée, j'y étais. Okay. La température, Martin, était superbe. Moi, je suis un gars de motocross, donc j'ai été au Daytona Supercross. Puis au Daytona Supercross, pendant la journée, il faisait 78, 80, 81. Parfait. Le soir, un peu plus frais, quand le soleil se baisse, là, on est quand même à Daytona. Puis il faisait quand même 65 degrés. Donc, pour les Québécois, un 65, ça veut dire quoi? Bien, c'est un 18 Celsius à peu près. Ben, quand on arrive ici, on ne pense plus de Celsius, on pense Fahrenheit. Oui, bien, c'est ça. Mais on le dit quand même à nos Snowbird 2.0. Pendant la journée, ça montait à 27, 28, puis le soir, ça a baissé à entre 18 et 20 avec une petite brise nord-ouest quand même. Okay. Ça mène toujours un petit chandail le soir là, pour être sûr. Mais le Daytona Bike Week a tellement bien vieilli en ce moment avec le renouvellement du stadium, le renouvellement de la main que là, quand on prend la sortie de la 95, il y a des nouveaux restaurants, des nouveaux hôtels. La rue a été revampée au complet. Hey, je me rappelle les années 80, ça faisait pitié. Là. Ah ouais. Puis même les hôtels sur le bord de Daytona, encore, ça fait pitié un peu. Puis je tiens justement à dire ça, Martin. Les gens qui viennent pour le NASCAR, la moto, tout ça, la plupart. Orlando. La plupart vont à Orlando. Ouais. Par la 4, c'est à peu près entre 30 et 40 minutes. C'est la 4, c'est qu'est-ce qui traverse l'État de la Floride de Tampa, aller jusqu'à Daytona, elle va de biais, et au milieu, c'est vraiment Orlando. Okay. Donc, ça se conduit bien. Moi, je l'ai fait. Combien de temps entre les deux, entre Orlando et Daytona? Orlando, Daytona, c'est à peu près 40 minutes. OK. Puis la plupart vont coucher à Orlando. La plupart vont aller coucher à Orlando parce qu'on a des belles hôtels. Oui. Vraiment des belles hôtels. La vie downtown Orlando, si les Québécois n'ont jamais été là, les Snowbirds, c'est extraordinaire. Ah ouais. Il y a vraiment 3-4 rues qui ont beaucoup d'actions, des bons restaurants, des bars, des hôtels. Il y a le Waldorf Astoria, qui est une grande chaîne d'hôtels. Là. C'est juste des bons hôtels. Mm-hmm. Il y a de la classe, puis il y a beaucoup d'actions. Puis ils sont prêts pour ces événements-là. Ils savent que les gens de Daytona, les gros événements, ils viennent tous à Orlando. Okay. Donc, les hôtels se sont tous renouvelés. Il y a beaucoup de nouvelles hôtels qui sont arrivés là. C'est des excellents investissements pour les gens qui sont dans l'hôtellerie. Là. Il y a des condos d'hôtels aussi. Ah, il y a tout. C'est pas compliqué, c'est sold out. Tu dois réserver 2, 3, 4, 5 mois d'avance, sinon tu n'as pas de place. Exact. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place rendue là. Donc, le Bike Week, normalement, ça commence le 1er. Le 2, c'est le Daytona Supercross. C'est toujours ça tout de suite. Et le 7, là-bas, c'est le Daytona 200. Les Québécois, ceux qui
connaissent un peu la moto ont tous connu la famille Duhamel. Oui. Donc, tu as eu Yvon Duhamel. Oui. Yvon Duhamel, qui est un monsieur qui est de l'âge de mon père, donc 80 ans. Okay. C'est un monsieur, si je me rappelle bien, il a gagné le Daytona 200. Et Miguel Duhamel, son garçon, que moi j'ai déjà couru avec lui en motocross, que j'ai connu tout ça, Miguel a gagné plusieurs fois le Daytona 200. Miguel est possiblement le coureur canadien qui a eu le plus de succès en piste aux États-Unis. Quel âge il a à peu près? Miguel doit avoir à peu près 57 en ce moment. OK. Et à retraite depuis un petit bout. Mais je veux dire, il y a eu du succès là, puis ça a été extraordinaire. Donc, il y a le Daytona 200. Il y a des courses de dirt track, donc c'est à terre battue. Oui. Il y a des courses d'arena cross. Ils sont tous là. Ils ont tous des présentoirs, présentent tous leurs nouveaux produits. Tu sais, c'est comme un genre de grand salon, un trade show à ciel ouvert, avec beaucoup d'activités. Tu vois toutes les nouveautés. Puis ça veut dire quoi? En étant un trade show, bien, les compagnies de casse sont là, les compagnies d'équipement. Si vous voulez quelque chose pour votre moto de route ou n'importe quoi, il y a beaucoup de produits là. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu peux les essayer. Fait que, tu sais, oui, tu vas voir un événement, que tu te bookes un billet, mais il y a beaucoup de choses que tu vois en même temps que tu peux tester. Tu es aux États-Unis. Ben oui. J'enlèverai rien au Québec, mais c'est pas le salon de la moto au Québec, c'est pas le salon de la moto à Montréal. Okay. On s'entend, là? Non, absolument. C'est une grosse foire de moto. Tu peux tout tester les produits. Toutes les nouveautés sont là. Puis qu'est-ce qui est le fun des maniaques de moto? C'est que tu en vois de toutes les sortes. Ouais. Tu sais, on parle, grosso modo, d'après les statistiques, Martin, on parle en 10 jours de 300 000 motos de l'Amérique du Nord qui s'en viennent là. Épouvantable. C'est du stock, là. Hey, puis si vous allez downtown Daytona, ouais. puis si vous voulez en avoir pour... tu sais, il y a un autre gros festival aux États-Unis qui s'appelle Sturgis, qui est dans le North Dakota. Mais l'autre avant, je veux dire, c'est le Daytona Bike Week. Si vous voulez en avoir... même vous n'aimez pas la moto, même si, vous aimez la moto, mais vous n'avez pas, vous voulez venir voir ça une journée ou deux, puis d'aller voir tout ce qui se passe. Les bars, les contests, les madames habillées sexy, les gars, toutes sortes de motos, toutes sortes d'affaires. Le monde sont déguisés, le monde est fin. Wow. Le monde, ça te paye de la bière, ça te parle d'un bar. Tu sais, les Américains, c'est un peuple extrêmement chaleureux. Ouais. Si tu as la même passion qu'eux autres, tu leur poses des questions. Salut, comment ça va? Ils vont te présenter leur moto, ils vont te présenter leur fierté, ils vont te présenter les affaires. Ils vont te payer une bière tout de suite, ils vont aimer ça. Ils vont te jaser comme ça faisait 10 ans, 15 ans qu'ils te connaissaient. Puis, je vous le dis, là, c'est une expérience. Allez voir ça. Même si vous n'avez pas de moto, vous avez entendu parler de Daytona Bike Week. Si vous êtes dans le sud de la Floride, prenez un 95, c'est pas loin, là. Non. Prenez un 95, montez là, de Fort Lauderdale, c'est à peu près 4 heures. C'est vraiment un événement, le fun à aller voir. C'est bien rodé. Il n'y a pas d'incident. Il y a beaucoup de police. Le monde sont bien éduqués là-bas. Le monde est friendly. Tu sais, moi, je vais au Daytona Supercross, là, puis on est 4 amis qui y vont, puis on s'est acheté des super beaux billets là, dans le Rolex Lounge. Le Rolex Lounge, c'est au centre de la piste, c'est la grosse bâtisse, puis on a des beaux billets au cas qu'il mouille, au cas qu'il fasse plus froid. Donc, nous autres, on peut regarder toutes les pratiques, les qualifications l'après-midi, puis à partir de 6 heures, le Rolex Lounge rouvre. Puis on a la bouffe de fournie, puis on a la boisson fournie avec le billet. Donc, c'est un vrai lounge qui est là. Tu as juste droit à 400 billets. Puis ça, je vous le dis aux Québécois, là. Vous allez en ligne, même pour le NASCAR. C'est une liste. Vous avez le droit de demander un billet pour le Rolex Lounge. Vous parlez... moi, la petite madame, je l'appelle Maggie, parce que je la connais. C'est une vendeuse qui travaille là. Comme une vendeuse travaillerait au Canadien de Montréal ou n'importe quel événement. Vous avez son numéro de téléphone. À chaque année, elle vous demande si vous voulez vous acheter des billets. Comme si c'était un billet de saison. Comme si c'était un billet de saison. Quel événement tu veux. Puis le Daytona Motor Speedway, leur système de billetterie, comment ils vendent, comment ils sont organisés, c'est extraordinaire. C'est super bien rodé de la façon que c'est fait. Fait que, parce qu'on s'entend, là, Daytona, c'est quand même haut dans la pointe de la Floride de 400 000. Puis il peut faire 15 le jour. Il peut faire 12 même le jour. Début mars? Oh oui. J'ai déjà eu des années, moi, pendant Daytona Supercross, si je me rappelle bien, je pense que c'était en 2012, il a mouillé gros comme le pouce toute la journée. Ah ouais. J'étais aux courses de motocross, ouais. Mais j'étais invité par un manufacturier, j'étais en dedans. Okay. Donc, pour moi, c'était un show extraordinaire parce que moi, j'étais au sec. Je regardais tout ce qui se passait en bas, puis moi, j'ai ri à mort parce que je voyais tout ce qui se passait, tout ça. Les spectateurs qui étaient dehors, ça, c'était moins drôle. Là. Avec des ponchos de pluie, puis avec les parapluies, tout ça, puis les affaires. Il y avait quand même 45 000 personnes.
Mais de la 45 pluie en à pluie. mars, de la pluie en mars, c'est rare. C'est rare. Effectivement, c'est rare. L'année passée, comme je disais, il faisait 80 pendant le jour. Tout le monde était tous en Bermuda, pas en T-shirt pendant la journée. Bon, c'est même petit chandail un petit peu plus long le soir. J'ai des chums, moi, qui étaient descendus du New Hampshire, puis eux autres, ils me traitaient de moumoune. Eux autres, ils ont été en Bermuda, pas en T-shirt toute la journée, même toute la soirée. Ah ouais. Ça, je riais de ça, mais moi, je suis un résident. Ah ouais. Moi, quand il fait 60, 65, il fait 17, 18 le soir, mais nous autres, il fait froid. Là. Ben, tu l'as dit dans un podcast, tu te baignes pas, toi, en dehors de l'été, ici. Moi, je me baigne pas avant le mois de mai en Floride. Puis je vais me baigner jusqu'à peu près à fin octobre, début novembre maximum. 90, mettons mi-novembre. 88, 90. Ouais, il faut que ça soit au-dessus de 82, 83 dans l'océan. Quand ça baisse en bas de 80, je suis plus là. Présentement, ça doit être 75 peut-être. Je dis ouais, en ce moment, ça doit être entre 72 et 74, dépendant où ce qu'on est sur la côte. Là, ça baisse pas. Excuse, Martin, ça baisse pas en bas de ça. Ouais. Ça baisse pas en bas de 72, 74, mais c'est quand même, c'est parce que tu sors puis tu gèles. Moi c'est plus ça. C'est pas l'eau, c'est de sortir puis geler. Fait que ça, regardez, j'ai toujours été de même. Mais je peux-tu te demander de quoi? Parce que, écoute, on n'est pas médecin, ni toi ni moi, là. Mais quand tu vis complètement dans le sud versus quand tu vis complètement dans le nord, quelqu'un m'a déjà dit que le sang dans les veines du corps humain, quand tu vis dans le sud, éclairci. Ben oui. Puis le sang, quand tu vis dans le nord, épaissit, ce qui fait que tu endures mieux le froid, oui. mais tu n'endures pas le chaud. Tandis que mon frère, il vit ici en Floride depuis 33 ans. Oui. Et lui, il n'y a jamais de sueur dans le front, il n'y a jamais de sueur, rien, parce qu'il endure la chaleur parce que probablement le sang est clair dans ça. Bien, effectivement, ça prend comme je dis à tout le monde, il y a l'habillement. Ouais. Tu t'habilles pas de la même façon quand tu es un résident. Le linge est beaucoup plus léger. Un T-shirt, au lieu d'être un 10 onces, 12 onces, tu vas porter un 6 onces, un 8 onces maximum. Donc, beaucoup plus transparent, plus élastique, puis ton corps respire plus. Ouais. Et ton histoire de sang qui vient plus épais, moins épais, quoi que ce soit, c'est 3-6 mois avant que ton corps s'adapte à ça, dépendant de l'individu. Ça prend 3-6 mois. Mais quand tu es ici et tu as passé ton 6 mois, tu viens habitué, c'est là que tu viens plus frileux après. Tu sais, c'est ça. Il y en a qui n'aiment pas la grosse chaleur. Moi, la grosse chaleur ne m'affecte pas. Je suis un gars qui fait beaucoup de sport, puis j'ai pas de problème avec ça, avoir chaud. Je suis un jogger. Okay. Donc, je suis un gars qui jogue à peu près 25 000 par semaine. 25 000 fait quoi? 38 km à peu près par semaine. Par semaine? Oui, c'est marron. Il n'y a rien d'extraordinaire. Non, Martin, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Quelqu'un qui jogue, mais c'est à longueur d'année que je fais ça. Ouais. Ma moyenne. Un jogger normal, c'est à peu près ça qu'un jogger fait. Quelqu'un dit « je suis un jogger okay. », pas une fois de temps en temps, je vais faire le jogging. Moi, je suis un jogger. Pour moi, c'est un sport. Tout le temps. Donc, c'est pour ça que la grosse chaleur, moi, je vais jogger, il fait 30, 32, 34, puis je vais jogger, puis je vais aller jogger 50 minutes, 1 heure, 1 heure et quart. Wow. Mais à grosse chaleur. Si tu étais à Vegas et il faisait plus sec, serait-tu plus facile de jogger là-bas? Ça c'est différent, non. Parce que quand tu es dans l'Ouest américain, c'est tellement sec, tu as le nez sec. Okay. Quand tu as le nez sec, souvent, c'est plus dur à respirer, la gorge te brûle. Ici, l'humidité fait, comme tu mets un humidificateur dans ta chambre, quand c'est trop sec, tu respires mieux et ça passe mieux. Okay. Oui, tu vas transpirer un peu plus, mais ta respiration est beaucoup plus relaxe que quand c'est sec. Et là, tu pars d'ici, tu t'en vas au Québec, alors qu'il fait froid en plein hiver, et là, les thermostats fonctionnent, ce qui fait en sorte que là, tu redeviens sec, tu t'arrives l'humidité, puis tu t'en reviens au Québec. Bon, bien, c'est tough. C'est des ajustements qu'à avoir, tout ça. C'est pour ça qu'on fait un podcast. Podcast 2.0, les snowbirds, venez-vous en Floride. Exactement. Je veux dire, c'est un endroit extraordinaire. Quels sont les autres événements qu'il y a après le bike show quand on arrive, mettons, à partir du 10 mars? Parce que là, on parle vraiment du mois de mars, le début du mois de mars, ensuite... à partir du 10 mars ou dans ce bout-là. As-tu déjà été dans les Keys? Je suis allé à Key Largo faire du snorkeling il y a quelques années, mais en dehors de ça, je suis jamais allé. Mais tous mes clients qui sont chez Richard Motel, ils vont tous dans des voyages organisés pour la première fois en autocar pour se faire expliquer où aller. Puis oui. Et après ça, ils retournent en voiture. Est-ce que tu as été manger au restaurant de Don Show là? Non. Okay. Non, j'ai entendu parler. OK. Donc, c'était Key Largo tout de suite à droite. Là. Mais il y a au milieu des Keys, quand que le monde dit « Hey, je m'en vais », c'est bon que tu le dises Key Largo. Key Largo, c'est le début complètement des Keys. Les Keys, c'est extraordinaire du début jusqu'à la fin. Key West, c'est à la fin complètement. Vous n'avez pas besoin de dire « J'ai été à Key West » pour dire que j'ai été dans les Keys. Ah, OK, donc je suis allé.
OK. Ben, c'est ça, mais c'est correct, là. Ouais. C'est correct là-dedans. Au milieu des quais, ça s'appelle Marathon. Un, il y a un aéroport. Ouais. Deux, il y a un Home Depot. Il y a un Walmart puis un Home Depot. OK. Donc, c'est là que tout le monde va s'alimenter dans les quais. Entre les deux. Va chercher des grandes quantités. Et l'aéroport de Marathon, qui est quand même une belle petite aéroport en passant, il y a un festival. Il y a un festival qui s'appelle le Seafood Festival. Oh. Il y a c'est du 11 au 12 mars. OK. Il y a vraiment, là, à Marathon, il y a vraiment des beaux petits restaurants, bars sur le bord de l'eau. Tu as une clientèle de jour qui est le touriste ça, mais quand la lumière s'allume sur le bord de l'eau, puis c'est paisible, puis il fait chaud, Wow. puis que là, tu commences à manger, que ce soit un burger ou n'importe quoi dans ces petits restaurants-là, tu te sens pas aux États-Unis. C'est ça qui est différent des Keys. Tu te sens dans les Caraïbes, mais ça parle anglais. Puis ça, là, c'est un secret bien caché de la Floride. C'est que les Keys, c'est un autre monde. Les gens qui travaillent dans les Keys, qui goûtent à ça, souvent ne sont pas capables d'aller vivre à Miami et en montant vers le nord. C'est des gens qui aiment habiter dans les îles. C'est des gens qui ont un tempérament beaucoup plus relax. C'est des gens qui aiment cette atmosphère d'île-là. Et là, il y a un festival qui s'appelle Seafood Festival. Tu as du stone crab, tu as du homard, tu as du snapper, tu as de tout. Et tu as au-dessus de 200 vendeurs qui sont là pour faire goûter à leurs produits. Oh. Et souvent, on ne pas oublier, là, on est d'inquise. Il y a un Seafood Festival. Ça veut dire quoi? C'est parce que c'est une période de pêche. La période de pêche, que c'est tous le produit qu'ils amènent la plupart du temps, c'est tous frais. Là. Ça a été pêché dans les 2-3 dernières journées. Là. OK. Fait que vous goûtez, je veux dire, ça change. Je veux dire, un poisson frais pêché, il n'y a rien qui peut battre ça. Absolument. Tu sais, des fois, dire à quelqu'un, hey, j'ai été en Jamaïque, j'ai mangé la langouste de la Jamaïque qui vendent, by the way, 100 pièces à Montréal, un restaurant huppé, qu'en Jamaïque, ils vendent 5 en Jamaïque. Bien là, les Keys de la Floride, ben c'est la même langouste que les gens ont le droit d'en pêcher 2 par jour dans leur cours, OK. dans les cages, quand c'est la période de la langouste. Aussi frais. Fait que le homard, c'est pareil, c'est aussi frais. Puis le festival, il y a une raison pourquoi que la date est là, c'est que c'est une date que tous les poissons que là, c'est des poissons qui sont capables d'être frais, qui sont capables d'être présentés dans cette période-là. Écoutez, il y en a, là, dans l'État de la Floride, il y en a pour tous les goûts. Okay. Puis moi, je suis un gars qui a réussi à aller plusieurs fois à Marathon. C'est une place que j'aime. C'est un genre de resort d'hôtel qui s'appelle Hawks Cay, OK. juste avant Marathon. OK. J'ai un ami qui habitait là, qui avait un condo là. J'étais à la pêche souvent avec lui là. Oh. C'est une place que tu peux nager avec des dauphins à Hawks Cay. Une super belle place. Fait que vous pouvez, sans se rendre, faire l'heure et quart, l'heure et demie de plus pour aller à Key West. Mm-hmm. Ça se fait très bien de Dania, Hollywood, Fort Lauderdale, prendre un 2 heures, 2 heures et demie et descendre à Marathon, palais, ce festival de seafood-là. Puis je sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont des grands fans de poissons, de seafood, ça, sont des maniaques de ça. Même des pêcheurs. Ah, c'est extraordinaire. Puis encore une fois, les Keys, c'est dans l'eau, là. OK? C'est dans l'eau. Puis du poisson, il y en a. Fait que le Seafood Festival, pour moi, c'est une belle chose. On s'en va à un autre événement dans le mois de mars, parce que du mois de mars, il y en a beaucoup. Ouais. Il y a du stock, s'il vous plaît. Là. C'est le début. Là, on s'en va un peu pour les plus jeunes. OK. On s'en va à Bayside, à Miami. Oui. Ce festival-là a fait parler beaucoup de lui parce que il a passé proche de se faire canceller par le maire de Miami. Il y a eu des meurtres. OK. Je ne le cache pas, là, il y a eu des meurtres qui est arrivé. Ils ont réussi à se réajuster dans les 2-3 dernières années. C'est rendu safe, c'est correct. C'est le festival de musique électronique qui s'appelle Ultra Music Festival, qui est vraiment downtown Miami. Festival très bien organisé. Tous les meilleurs DJ à travers le monde sont là. C'est quelle date à peu près? C'est... tabarnouche, attends un petit peu, je regarde ça vite de même. C'est à fin mars. C'est à fin mars. Okay. C'est du 24 au 26 mars. L'Ultra Music Festival. Moi, je connais. J'ai une nièce, puis j'ai des neveux, tout ça. Ils descendent juste pour l'Ultra Music Festival. Ah oui, ils viennent en Floride pour ils viennent. Ils prennent un vol, ils descendent une semaine, ils se louent des Airbnb. OK. À Bayside? Ils se louent des Airbnb dans le sud de la Floride. Et l'Ultra Music Festival arrive là. Puis écoutez, c'est mur à mur. Là. Je veux dire, c'est tellement des gros revenus
pour la ville de Miami. La restauration, les hôtels, tout ça alentour, c'est fantastique. Puis le festival est rendu bien rodé. Ça a commencé de travers un peu. Ça a été rough par bout. Ils ont réussi à bien s'entendre avec les autorités, la sécurité, la police, tout ça, pour finalement vraiment bien englober l'événement et sécuriser l'événement, Martin, parce que je te le dis, là, c'était spectaculaire par bout. Même j'ai été à des bouts, moi, que je ne recommandais pas cet événement-là, parce que c'est un événement, je trouvais, qui était rough un peu. Mais quand j'ai parlé avec mes nièces qui est plus jeune, qui venaient ici un peu là-dedans, pour eux autres, les gens, festival électronique, parce que moi, je ne suis pas un gars de musique électronique, ça, ils ont dit, mais non, c'est normal, Carl. C'est normal que ça brasse de même, c'est normal. Nous autres, on aime ça, cette atmosphère-là. Fait que c'est peut-être pas de ma génération. c'est peut-être pas de notre génération. Mais c'est quand même un festival qui déplace beaucoup de monde. Là. C'est des millions de personnes qui viennent au Ultra Music Festival, qui est une durée de 3-4 jours. Puis il y a des pre-festivals dans les hôtels. Il y a des DJ qui font des shows privés. Tu es invité dans toutes sortes d'affaires. C'est ça que j'ai su. Il y a beaucoup d'underground alentour, des 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Fait que le festival est du 24 au 26, mais ça dure vraiment, c'est une période de 7-8 jours, là, avant et après. Puis les gros parties, tout ça. Fait que c'est spécial. Je pense qu'au mois de mars, c'est vraiment les 3 événements que moi, je présente dans le podcast de Snowbird 2.0. Éventuellement, l'année prochaine, en 2025, je vais peut-être vous en présenter d'autres, des choses qui sont trouvées, mais moi, c'est un peu des coups de cœur parce que je sais que c'est à peu près les 3 événements qui déplacent le plus les gens. Tu sais, il y a un festival de jazz à Sarasota, il y a un petit festival de jazz là-dedans, à Côte-Ouest, qui est juste au sud de Tampa. Il y a un festival de jazz, mais il y a beaucoup de festivals de jazz local dans le sud-est de la Floride, tout ça. Fait que des festivals de jazz, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Fait que c'est pour ça que je le recommande un peu moins. C'est pas dans ma première recommandation. Puis s'il y a des snowbirds qui sont dans ce coin-là, allez voir le festival de jazz. Il y a de plus en plus de snowbirds qui s'en vont vers le nord, du côté de la côte est. Il y en a beaucoup qui s'en vont sur la côte ouest. Oui, absolument, Martin. Puis je veux dire, à un moment donné, là, je dis tout le temps, googlez. Googlez dans votre coin, c'est quoi comme festival. Le 2-3 semaines, un mois que vous êtes ici, regardez toutes les activités. C'est pas compliqué. Là. Vous allez tomber sur le cul. Il y a de l'action dans l'État de la Floride, mur à mur, 12 mois par année. Mais il y a des moments précis où... En fait, l'économie touristique tourne pas seulement autour des snowbirds puis des gens du Brésil qui viennent en période d'hiver, mais évidemment, tout le milieu de la croisière, tout l'événementiel dont tu parles. Puis, non, ça déplace de l'air, c'est incroyable. L'économie tourne, les hôtels, ça n'a aucun bon sens. D'ailleurs, faites attention, soyez prudents. Tu parlais d'Airbnb tantôt, soyez prudents parce que souvent, dans les Airbnb, il y a le propriétaire de l'immeuble, mettons une maison en tant que telle. Vous avez, monsieur, madame, tout le monde, qui faites la location d'Airbnb, mais ce n'est pas nécessairement le propriétaire de la maison qui effectue la location. Il y a comme une entreprise entre les deux. Puis c'est souvent des gens qui c'est un deuxième, troisième job. Là. Exactement. Alors, ça. Ces gens-là qui sont entre les deux décide d'arrêter d'exploiter, le propriétaire de l'immeuble doit absolument rien. Oui, puis il y a beaucoup de gens qui sont de l'extérieur en plus. Ce n'est pas des locaux nécessairement qui ont des Airbnb. Exact. Alors, dans les Airbnb, j'aurais tendance à dire, essayer de choisir, il n'y en a pas beaucoup, mais les super hosts. Quand tu choisis un super host, habituellement, c'est qu'il est responsive très vite, puis il est fiable. Puis, pour ajouter ce que tu viens de dire, pour terminer notre podcast pratiquement 2.0, cet épisode-là, c'est qu'il y a des Airbnb qui sont même sur Expedia.com, sur Travelocity. Donc, au lieu des chambres d'hôtel, et vous l'offre, c'est marqué, c'est un Airbnb. Donc, vous comprenez bien que s'il est sur Expedia, que moi, c'est un site que je vais beaucoup, si c'est mon site favori, si tu vas sur Expedia, ça veut dire que Expedia te donne quand même une garantie, parce que Expedia est c'est la plus grosse agence de voyage au monde. Expedia.com. Donc, ils vettent cette location-là, comme c'est un hôtel, tout ça. Donc, justement, ça rassure qu'est-ce que tu viens de dire là-dessus. Puis là, tu loues sur Expedia à la fois l'hébergement, à la fois parfois la location d'automobile. Tout sur Expedia. L'avion. C'était extraordinaire. Puis pour des prix souvent extrêmement raisonnables, tu peux acheter une assurance pour tout. Quand j'achète des billets d'avion souvent à l'avance, mettons 1 mois, 2 mois à l'avance, puis je ne sais pas qui pourrait arriver un accident, n'importe quoi, voulez-vous prendre l'assurance? Ça coûte 12,82 pour une assurance de votre billet d'avion. Mon Dieu. Je le prends souvent. C'est bon. Je le prends souvent, puis la location de voiture, la même chose.
La compagnie d'assurance qui offre la location de voiture, même si vous l'avez déjà couvert sur votre carte de crédit, même si vous avez une FAQ 43A sur votre assurance, votre contrat d'assurance, qui assure, souvent, si vous prenez une location pas trop longue, le 12 $ par jour pour avoir une garantie bumper à bumper d'un auto de location, souvent, je le recommande de le faire. OK. Juste avant de penser et de parler de l'Auto Amigo, juste mentionner, François Forget, qui est partenaire ici avec... François m'a déjà expliqué personnellement qu'il y avait des compagnies de location d'automobiles de style Airbnb où tu loues l'auto qui appartient à quelqu'un. Oui. C'est quoi le nom? Ça s'appelle Turo. Turo? OK. Oui. Est-ce que tu connais ça un peu? Ben oui, je connais Turo. Donc, est-ce que tu loues par Turo? Ben, tout le monde peut louer par Turo. C'est un Airbnb de l'automobile. C'est Airbnb, un Uber. Donc, c'est une autre chose. Donc, tu regardes sur Expedia, tu vas faire là, n'importe qui pour la location de voiture. Et tu peux regarder, j'ai le app Turo dans mon téléphone. Donc, je regarde Turo. Ça, c'est des individus qui louent leur véhicule. OK. Puis c'est tout réglo, c'est tout... C'est comme un Uber, on est rendu là. C'est fiable. On est en 2024. Là. Il y a beaucoup d'options qui s'offrent à nous. Il y en a qui sont moins... fervents de ça parce que c'est vraiment un particulier qui te loue un de ses véhicules. Ouais. Mais moi, je ne l'ai jamais fait, mais j'ai beaucoup de gens que je connais qui passent par Turo et sont entièrement satisfaits. Super. Oui, puis tu as le droit de choisir le véhicule que tu veux. Tu scrolls down, tu regardes le véhicule que tu as, puis il n'y a pas de trouble. L'Auto Amigo. Oui. J'en ai parlé dans l'épisode numéro 2. Avant qu'on se connaisse, moi, j'étais déjà client de l'Auto Amigo. Oui, bon client pour ça. Je reparle encore de l'Auto Amigo. L'Auto Amigo, c'est le seul site légal pour les Québécois de se procurer des billets de loterie du Québec, de la Floride, légalement, soit le Powerball et le Mega Millions. Vous allez vous inscrire, comme sur un compte Amazon, n'importe quoi. Vous allez vous inscrire sur le site de l'Auto Amigo, LOTTO Amigo.com. Vous allez là, vous rentrez vos données personnelles, vous placez votre commande et après avoir placé la commande du billet, à partir de là, moi, je reçois la commande. Vous devez faire un paiement Interac. Donc, c'est 2 transactions. Ouais. Donc, vous commandez votre billet. Ensuite, vous payez par Interac. Un coup que nous, on a la commande puis on a reçu le paiement par Interac, pendant la journée, je vais aller chercher votre billet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'en vais chez le détaillant, le dépanneur ou le Winn-Dixie, quoi que ce soit. Tu connais ça, un Winn-Dixie. Ben oui. Je m'en vais là, je fais la file moi-même, moi ou ma femme. On va chercher le billet, on le prend. Quand j'arrive à la maison, je marque votre nom sur le dessus, je prends une photo avec mon téléphone et là, je l'envoie dans l'onglet « Mes billets » que vous êtes inscrit. Vous allez faire « ting » puis là, à un moment donné, ça va être marqué « Votre billet a été livré ». Vous cliquez sur « Mes billets », vous avez le dessus du billet avec votre nom d'inscrit là-dessus. Ça fait 2 ans que ça fonctionne. Okay. On a au-dessus de 10 000 membres jusqu'à la date de l'Auto Amigo en 10 ans. Ça va super bien. C'est solide. Il n'y a aucun problème. Et savez-vous quoi? Il y a un email de support s'il y a un problème. Okay. Et il y a beaucoup de gens qui viennent me chercher via Messenger, Facebook ou quoi que ce soit, ou Twitter, quoi que ce soit. Ils viennent me chercher à Carl Sanson. Ils me posent des questions. Ils ont quelque chose. « Hey, j'ai pas reçu mon billet encore. C'est quoi qui se passe? Il est rendu à telle heure. » Écoutez, on a eu une grosse demande parce qu'il ne faut pas oublier, en finissant là-dessus, c'est que ça a monté dans la dernière année 3 fois au-dessus d'1,2 milliard. Ça veut dire 1200 millions. 1200 millions et j'avais souvent au-dessus de 1000 billets à faire en dedans de 2 jours. Et d'abord, quand le montant est élevé, il y a beaucoup plus de monde qui attendent dans le fil d'attente. Ah ben oui. Ben mais moi, je suis au Canada, j'ai pas besoin d'attendre. C'est toi qui attends à ma place. C'est ça. C'est que moi, mon service, c'est un service comme un Uber pour le manger. Oui. Donc, c'est moi qui vais le chercher, c'est moi qui vous le livre, c'est moi qui s'occupe de collecter si vous gagnez. Et éventuellement, on va parler dans d'autres épisodes comment fonctionnent les prix. 600 $ et moins, 600 $ et plus, l'impôt à payer, j'ai-tu le droit de ramener de l'argent au Canada? Hey, comment ça marche, l'impôt, la fiscalité? C'est très simple. C'est nous qui s'occupent de tout. Et, pour finir là-dessus, advenant le cas que Martin Clavet-Bédard gagne le gros lot, exemple, de 500 millions. Okay. Le service que l'Auto Amigo a, c'est qu'on a la chance d'avoir... J'ai la chance d'avoir un copain qui a un jet privé à Québec. OK. Et le deal est déjà été fait avec. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un de la province de Québec qui gagne, il embarque dans le jet privé gratuitement. Il vole à Fort Lauderdale. On va le chercher en limousine. Okay. On lui fait signer les papiers, tout ça, blablabla. Et ensuite, on s'en va à Florida Lottery. On va chercher le prix.
et on dépose directement l'argent dans le compte de banque. Wow. Lotto Amigo, Lotto Amigo. Exact. Super. Merci infiniment. Carl Sanson, c'est un privilège. Merci à François Forget de Caméléon Productions. On est chez les studios ici de HQ Podcast au centre-ville de Hollywood, au Young Circle, environ 5 minutes de la plage de Hollywood. C'était l'épisode numéro 3. Nous vous revenons la semaine prochaine avec l'épisode numéro 4 de la Florida, le Snowbird 2.0. C'est un plaisir. Merci encore une fois, Carl. Au plaisir. Merci. Au revoir.